de rapport compétences de l'avenir, publié en partenariat avec le Diversity Institute, le Centre des compétences futures et le Forum des politiques publiques. Je m'appelle Noel Baldwin et je suis le directeur des affaires publiques et gouvernementales du Centre des compétences futures à l'Université Ryerson. Je tiens avant tout à reconnaître que le travail que nous faisons se déroule sur le territoire traditionnel des Mississauga du Crédit, des Anishinaabe, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat qui abritent aujourd'hui de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nos partenaires à travers le Canada se réunissent également sur les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones du Canada, ayant pris soin de ces terres depuis les temps immémoriaux. Avec l'accélération du rythme du changement, et en particulier les perturbations provoquées par la pandémie, les PME, épine dorsale de l'économie canadienne, ont été les plus durement touchées. Aujourd'hui, les panélistes parleront de la recherche existante sur les compétences et l'emploi des PME, souligneront les priorités de recherche futures ainsi que les points saillants des résultats du rapport. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Tania Saba, directrice du Pôle Québec et Communauté francophone du Canada, PCFE, et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal et professeure titulaire pour vous parler un peu plus des petits et moyens employeurs et des lacunes en matière de compétences futures. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Tania. Merci, bonjour à tous. Merci Noël pour ces mots d'introduction. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, d'abord pour lancer évidemment le rapport, en fait la publication sur petits et moyens employeurs, lacunes en matière de compétences futures. Pourquoi ce rapport? Eh bien, on va en discuter, on va avoir l'occasion pendant une bonne heure de discuter des enjeux que vivent les PME en matière de compétences futures. Cela n'est pas nouveau, ça fait des années qu'on voit arriver les transformations du marché, qu'on voit arriver les changements numériques et qu'on se pose les questions sur l'impact que cela va avoir sur l'emploi et notamment sur les PME, évidemment, qui ont des moyens qui diffèrent des grandes entreprises. Et pourtant, souvent, on voit des études se concentrer davantage sur le marché du travail, mais surtout sur les milieux de travail dans les grandes entreprises. Donc, nous apportons aujourd'hui cette attention particulière aux petites et moyennes entreprises, d'autant plus qu'on s'est retrouvé dans un contexte aussi de pandémie qui est venu accélérer les choses. Alors, autant la pandémie a amené des difficultés, des misères des circonstances très difficiles, autant elle a forcé la main aux employeurs, aux employés à voir des choses d'une autre manière, d'une nouvelle manière et à accélérer certains changements, notamment par exemple sur des questions numériques, ne serait-ce qu'en voir combien maintenant le télétravail est devenu une norme dans les organisations. Alors, ce qui est le plus difficile, c'est qu'on demeure dans un contexte d'incertitude et qu'on demeure dans un contexte difficile. Donc, on a autant de questions, on peut avoir des réponses, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'entendre, d'écouter des spécialistes de la question nous dire comment réfléchir sur cette question, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore, comment est-ce qu'on peut développer aussi nos capacités et quoi de mieux que d'entendre justement des spécialistes, d'abord évidemment les co-auteurs du rapport qui vont se pencher non seulement sur des choses écrites dans le rapport, mais qui vont pousser aussi l'analyse un peu plus loin, mais également des panélistes qui nous viennent de divers horizons et qui vont aussi ajouter à notre discussion. Donc, je vous les présente tour à tour. Et je vous prie de les accueillir. D'abord, M. Charles Milliard, qui est président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, à qui je vais donner la parole tout de suite après l'introduction des autres membres du panel pour faire l'ouverture et de nous parler de la position de la Fédération sur cet important enjeu que vivent les PME. Je vous présente également M. Alexandre Gagnon,
qui est vice-président Travail et Capital humain de la Fédération des chambres de commerce du Québec, co-auteur du rapport. Je vous présente M. Simon Blanchette, qui est associé de recherche au Diversity Institute et au Centre des compétences futures et également chargé d'enseignement à McGill University, co-auteur du rapport. Pour discuter, nos deux panélistes se joindront, sont là et continueront et combleront certainement tous nos besoins en termes d'analyse. Madame Julie Cafflé, qui est vice-présidente exécutive, Relations externes, Forum des politiques publiques, et M. Luis Felipe Cisneros Martinez, qui est professeur titulaire au département d'entrepreneuriat et innovation à HEC Montréal et également directeur académique de l'Institut d'entrepreneuriat de la Banque nationale et HEC. Donc, bienvenue à tous. Permettez-moi tout de suite de laisser la parole à M. Milliard. Mais avant, ce que j'aimerais dire à tous nos participants, c'est le panel discutera des différentes questions, mais je vous invite à commencer tout de suite à poster vos questions et nous allons avoir une trentaine de minutes d'échange avec les membres du panel. Donc, n'hésitez surtout pas à commencer à nous envoyer vos questions, comme ça on sera prêt pour tout de suite aborder la période des questions. Donc, Monsieur Milliard, je vous laisse quelques minutes peut-être de nous indiquer comment la Fédération entrevoit toute la question autour des compétences et du développement des compétences au sein des PME. Alors, vaste question, s'il en est une. Je vais tenter de faire quelques remarques. Je veux vous remercier, Mme Saba, pour l'invitation. Vous n'avez pas nommé les gens, les experts en ordre décroissant. Alors, je suis loin d'être l'expert autour de la table ce matin. Mais ceci étant dit, la Fédération des chambres de commerce du Québec s'intéresse au dossier de travail de main-d'œuvre depuis très longtemps. Et Alexandre, qui est vice-président chez nous, justement, est un des experts, justement, sur le dossier et il pourra certainement contribuer aux discussions tout à l'heure. Peut-être quelques remarques introductives là, pour débuter. Je vais commencer par vous dire quelque chose que vous savez déjà. Alors, je ne suis pas certain que ça va garder votre intérêt, mais on peut quand même affirmer que l'avenir économique du Québec et du Canada va nécessairement passer par le développement d'une économie du savoir. Donc, on doit nécessairement passer d'une économie centrée sur les matières premières à une économie qui est vraiment basée sur le savoir. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça devient de plus en plus évident et patent. Avant, c'était dans certains secteurs. Maintenant, c'est sur l'ensemble, je vous dirais, des secteurs d'activité avec la numérisation, entre autres, qu'on observe. Et au Québec, on a un certain nombre de défis en matière de main-d'œuvre. Le plus grand, probablement, c'est le vieillissement de la population. Donc, on a évidemment plus de départs que d'arrivées sur le marché du travail. Et on a j'ai envie de dire, ce foutu déficit de productivité qu'on traîne depuis plusieurs années avec l'Ontario, entre autres, avec qui on aime bien se comparer. Puis je suis conscient qu'il y a plein de gens du Canada français, de l'extérieur du Québec qui sont ici aujourd'hui, mais sachez que ça nous agace qu'on ait ce retard de productivité-là au Québec. Alors, c'est important que ça passe par le développement d'une main-d'œuvre plus compétente pour justement faire mieux les choses avec moins de ressources et de façon plus efficiente. Le mot-clé aujourd'hui, le mot-clé depuis quand même un certain temps, c'est vraiment le développement de compétences du futur. Évidemment, qui dit compétences du futur, ça ne veut pas dire que ce sont des choses du futur. Hein. Il y a déjà plein de choses qui doivent déjà être maîtrisées davantage. Donc, un ensemble de paniers, je vous dirais, de compétences que plusieurs Québécois, pour parler du Québec, devraient avoir, mais à laquelle on ajoute aussi de plus en plus des compétences sociales. Je pense à l'intelligence émotionnelle, je pense à la créativité, au jugement critique. Donc, ce n'est pas seulement des nice to have, comme on dit, ça devient vraiment des valeurs et des aptitudes qui sont critiques pour réussir sur le marché du travail. Évidemment, les employeurs ne peuvent pas nécessairement savoir ce sera quoi l'ensemble des compétences dont on aura besoin justement dans le futur. Alors, il faut changer l'état d'esprit pour accepter finalement d'apprendre à apprendre et de toujours se remettre en mode de formation et surtout comprendre que c'est normal d'apprendre tout au cours de sa vie et que de retourner à l'université, que de refaire des formations continues, c'est pas anormal, c'est pas un détour, c'est certainement pas un échec, c'est quelque chose qu'on doit valoriser de plus en plus.
et le rendre, en fait, développer une certaine indifférence face à ça, que ce soit plus exceptionnel, mais que ce soit normal de le faire. Puis, il faut aussi revenir à l'essentiel avec les compétences de base. Hein, qu'on pense à la littératie, la numératie, la littératie numérique. Donc, souvent, on veut améliorer un peu ce qu'on a au-dessus de la moyenne, mais il faut regarder sur le plancher quelle est notre réalité. Et puis, au Québec, bien, pour les jeunes, ça se passe quand même très bien. Ils ont des résultats qu'on estime et ça a été mesuré qui sont supérieurs en sciences, en mathématiques, en lecture à plusieurs pays de l'OCDE en ce moment. Notre problème ou notre enjeu, si on veut, au Québec, ce sont davantage les adultes québécois qui sont fortement moins scolarisés en matière de littératie, de numératie qu'ailleurs au Canada ou même dans d'autres pays de l'OCDE. Et la statistique la plus inquiétante, je vous dirais, 53 des Québécois de 16 à 65 ans sont considérés comme analphabètes ou analphabètes fonctionnels. 53. Alors, c'est une statistique qui circule beaucoup, mais je pense que c'est bien de se le rappeler parce que c'est la plus grande dette du Québec qu'on a en ce moment en matière de développement économique futur. Qu'est-ce que ça donne comme situation pour les PME? Bien évidemment, ça place beaucoup de PME au Québec dans une position de faiblesse parce qu'elles n'ont pas toutes les ressources pour pallier à ce déficit de compétences-là. Et les formations, malheureusement, c'est important, mais qu'on voit beaucoup dans les PME, ce sont soit des formations spécifiques à une tâche précise ou qui sont imposées par la loi, entre autres sur la santé et la sécurité au travail, par exemple. Et pourquoi c'est comme ça? Probablement parce que les PME réalisent que d'investir dans le rehaussement des compétences de leurs travailleurs, c'est une bonne garantie, mais il leur manque d'outils et d'accompagnement pour bien le faire. Évidemment, d'apprendre à un travailleur à faire fonctionner un chariot élévateur, c'est assez évident. D'éduquer ses employés sur la santé et sécurité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est requis par la loi. Mais de faire des formations sur l'intelligence artificielle pour un journaliste qui est en train de vivre un changement complet de sa façon de travailler, de demander à un comptable de mieux connaître le concept de blockchain pour l'aider dans son développement professionnel, ce sont des choses qui sont moins évidentes à saisir en ce moment, mais qui, au long cours, vont causer un désavantage important à ses employés et conséquemment aux employeurs. Alors, Mme Sabah l'a mentionné tout à l'heure, la pandémie a ouvert les yeux, je pense, à beaucoup de PME québécoises, en espérant qu'il y en ait qui ne ferment pas les yeux parce qu'on s'attend quand même à un certain nombre de faillites, malheureusement. Mais avec la notion de télétravail, de sites transactionnels, commerce en ligne, de plateformes collaboratives, de plus en plus, les entreprises s'éveillent à cette nouvelle réalité numérique-là. Et en plus, les conditions sanitaires qu'on a vécues, qu'on vit encore dans la pandémie, ont amené les entreprises à développer, à faire un meilleur recrutement, mais à développer la formation aussi de leurs employés parce qu'ils devaient le faire avec moins de gens dans la plupart des entreprises. Alors, un des points qui est vraiment critique, puis je conclue là-dessus, c'est l'importance pour le milieu des affaires et le milieu de l'éducation de développer un langage commun. Alors, moi, j'aime bien dire, ce qu'on voit dans un CV doit être la même chose qu'on recherche dans un posting d'emploi et doit être la même chose qu'on voit dans des syllabus de cours aux universités. Alors, c'est facile à dire pour moi comme ça dans un webinaire, mais il faut vraiment travailler à essayer d'arrimer ces trois choses-là pour s'assurer que ce qu'on produit dans nos universités, dans nos établissements d'enseignement, vont vraiment trouver sa pleine valeur et son efficience sur le marché du travail. Alors, de beaux défis à venir pour nos experts et les participants, puis j'espère qu'on aura un bel échange dans les prochaines minutes. Merci. Monsieur Milliard, un énorme merci d'avoir bien introduit et justement de m'avoir mis la table pour les échanges. Alors, je vais commencer par une question que je pense être une question très difficile et que je vais adresser pour commencer à deux des co-auteurs du rapport. Donc, la question est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quelque part? Est-ce que, en même temps, Monsieur Ziad, est-ce que je peux vous demander peut-être de fermer votre... Oui, pardon. Je pense. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre, en même temps, penser que l'avenir n'a jamais été aussi incertain et d'un autre côté, on essaye de demander à nos entreprises de faire l'exercice d'aller chercher les compétences dont elles vont avoir besoin pour les former et les préparer donc à ce qu'on appelle évidemment des compétences futures.
Alors, comment les anticiper alors que finalement, on est dans un monde encore qui est en pleine mutation, puis on n'est pas encore capable de tout saisir, tous les enjeux. Alors, cette première question, je vais l'adresser pour commencer à M. Gagnon et je demanderai à M. Blanchette de compléter. Alexandre? Donc, merci beaucoup, Tania. Merci à tous les participants aujourd'hui. Une des choses, on peut être d'accord, effectivement, l'avenir est incertain, mais une chose qu'on peut être sûr, c'est que l'avenir va amener beaucoup de transformations. Donc, si une chose qu'on est certain, c'est que on aura besoin, on a besoin actuellement, mais on aura besoin de plus en plus à s'adapter rapidement. Donc, M. Milliard le mentionnait tout à l'heure, hein, la capacité première qu'un employeur va rechercher, qu'une PME va rechercher auprès des travailleurs, ça va être de pouvoir s'adapter, d'apprendre à apprendre. Donc, ce qui nous ramène finalement aux compétences futures, lorsqu'on se questionne sur les compétences futures, c'est de dire mais quelles compétences on aura besoin plus tard. Le constat actuel, c'est de dire que on ne le sait pas. On ne sait pas quelles compétences les gens vont avoir à faire parce que probablement que les compétences qu'on va apprendre demain, ils ne seront peut-être plus bonnes dans 5 ans, ils seront peut-être plus bonnes dans 10 ans, ils seront peut-être plus bonnes dans 20 ans. Donc, au courant d'une carrière, évidemment, on va s'attendre que la personne va changer, va se qualifier, va rehausser ses compétences de façon accélérée et continuellement. Donc, c'est ce qui nous ramène finalement à nos compétences essentielles, hein, qu'on documente, qu'on étudie depuis des années, depuis des décennies, soit la littératie, hein, de compréhension de texte, la numératie, donc tout ce qui est compréhension mathématique, même qui nous donne des bases au niveau du codage, pour la programmation, pour interagir dans un milieu informatique, la littératie numérique, donc justement, résolution de problèmes dans un cadre informatique. Donc, de pouvoir, évidemment, que la machinerie qui est devant nous, maintenant, ne sera plus nécessairement un ajustement mécanique, donc de prendre ces outils pour les ajuster, mais c'est de faire affaire avec le robot qui va maintenant l'ajuster. Donc, on revient finalement à notre base. On revient à ce qu'on a documenté, qu'on a étudié depuis toujours et à laquelle, encore une fois, malheureusement, on a un déficit au Québec qui est au niveau de ces compétences-là. Donc, il y a clairement un chantier important à mettre en place pour répondre à nos enjeux qui va faire que ce n'est pas malheureusement ce qu'on leur apprend aujourd'hui dans des cours techniques nécessairement va leur servir toute leur carrière, mais c'est cette capacité-là à se réinventer, à faire face à de nouveaux défis de façon continuelle, à acquérir cette compétence-là qui est finalement d'avoir une curiosité, de continuer à lire, de continuer à apprendre continuellement tout au long de la vie. Donc, je crois que ça donnera un bon portrait des défis qui sont devant nous, qui va faire que les changements d'aujourd'hui, il va y avoir également des changements demain. On parle de 4e révolution industrielle, mais dans les prochaines années, on va en connaître plusieurs des révolutions avec les changements technologiques, les innovations qui vont venir devant nous et les nouveaux défis, que ce soit environnementaux ou technologiques devant nous, démographiques. Ouais. Donc, ça fait le tour. Je vous passerai à Simon, je présume. Merci, Alexandre. Puis merci à tout le monde d'être ici et aux panélistes et aux personnes qui viennent voir le panel et tout ça. Premièrement, je vais concorder avec ce que tu viens de dire, parce qu'une des premières choses que j'enseigne quand j'enseigne en gestion stratégique, c'est la compétence numéro 1 à avoir en 2020, c'est l'agilité. Pouvoir s'adapter au marché qui change, à la main-d'œuvre qui change et tout ça. Et je reviendrai aussi au point de vue de littératie, puisque j'enseigne depuis quelques années déjà. Puis on parle beaucoup de littératie numérique, oui, mais juste, ce que j'ai remarqué beaucoup avec les jeunes, je suis encore dans la vingtaine, donc je ne suis pas si vieux que ça encore, mais ça reste que j'ai des étudiants qui ont à peu près 17-18 ans, jusqu'à à peu près 21-22 ans. Et je vois aussi quand même une perte de littératie de base, juste lire un long texte entre ma génération et un jeune de 18 ans. Je mets une analyse de code, une demi-page dans un examen et je reçois les plaintes d'étudiants parce que c'est long à lire dans un cadre d'un examen, ce qui ne devrait pas être à la base. Puis on va aussi parler, puis je pense que professeur Cisneros-Marcel, si vous allez concorder avec moi, je fais ma maîtrise à HEC. Quand on avait des articles à lire de 20-25 pages, qui est tout à fait normal dans un cadre de séminaire de maîtrise, les étudiants ne sont pas nécessairement contents. Donc, au niveau de ce qui s'en vient, au niveau des compétences et des enjeux à ce niveau-là aussi, je pense qu'ils vont devenir un enjeu quand ces personnes-là vont arriver sur le marché du travail. Aussi au niveau de la littératie numérique, on avait beaucoup pris pour acquis quand on a fait un changement vers Zoom et tout ça, que les jeunes seraient beaucoup plus confortables que nous, parce qu'ils ont grandi avec les technologies.
Et ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, une littératie qui est davantage numérique, qui ont grandi avec ça, n'est pas nécessairement répandue à travers toutes nécessairement les technologies en même temps. Donc, ça va amener des enjeux à ce niveau-là. Si on regarde après ça plus spécifiquement au niveau des organisations, ce qu'on voit avec le futur qui est incertain, si on voit une tendance qui demeure dans les recherches, dans les données, tout ça, c'est que oui, les technologies sont importantes, mais si on voit une stabilité, c'est au niveau des capacités qui sont davantage des compétences humaines, des compétences relationnelles, des compétences en pensée critique aussi, qui, on voit, survivre à travers les différentes révolutions industrielles ou aux nouvelles technologies. Donc, on voit certains emplois qui, justement, plus au niveau des ressources humaines, au niveau de l'entre-gens, au niveau de la gestion, aussi plus leadership, tout ça, qui ne peuvent pas être aussi facilement remplaçables par des technologies. Donc, quand on parle d'incertitude, ma perspective là-dessus, c'est que l'incertitude est présente, mais pas également dans chaque secteur ou dans chaque position ou dans chaque fonction de l'organisation à ce niveau-là. Je pense que ça se reflète aussi dans le rapport aussi quand on regarde les différences sectorielles. Dans certains secteurs, jusqu'à 85% des positions ont parfaitement transféré en télétravail, mais dans certains cas, on pense à moins de 10 ou 12% des positions qui sont transférées assez facilement. Absolument. Merci, Alexandre Simon, pour ces premières analyses. Et encore une fois, effectivement, Simon, dans le rapport, on va dans le détail au niveau des secteurs, puis au niveau des besoins qui sont anticipés, puis on les montre bien. Si la première question se concentrait sur la capacité des employeurs à avoir cette boule de cristal, puis essayer d'anticiper, puis de se mettre dans une démarche pour voir comment les choses peuvent changer, on sait très bien que la question des compétences, c'est une question où les besoins organisationnels et les besoins individuels doivent se rejoindre pour que ça marche. Ce que ça veut dire, c'est que toute cette évolution au niveau du marché, tout ce nouveau contexte, met également beaucoup de pression sur les individus eux-mêmes, sur ceux qui recherchent des emplois. Et la question, c'est comment est-ce que les travailleurs, et notamment au Québec, le rapport va plus loin puisque évidemment on a des enjeux canadiens, de l'Ontario, mais également du Québec. Mais comment les travailleurs au Québec peuvent-ils anticiper des compétences et la formation dont ils vont avoir besoin? Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, certains emplois demeurent quand même très spécialisés, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas appelés à développer toutes ces compétences où on va valoriser aussi l'apprentissage. Et donc, comment faire pour qu'ils puissent évidemment passer aussi le cap, trouver des emplois, continuer de trouver des emplois de qualité? Alors, encore une fois, peut-être Alexandre pour commencer. Et évidemment, si d'autres panélistes voudraient, n'oubliez pas juste de me faire signe si vous aimeriez prendre la parole. Alexandre? Oui, merci beaucoup. Vaste question. Puis comment que les travailleurs peuvent anticiper leurs besoins de compétences? Encore une fois, on a mis beaucoup d'accent sur les compétences techniques. Puis c'est vrai qu'on va en avoir de besoin encore. On a besoin de pouvoir approfondir. Puis on parle à la fois d'être plus versatile, puis on parle à la fois d'avoir des compétences précises, plus pointues dans certains domaines. Ce que nous, on parle à la FCCQ depuis plusieurs années, c'est qu'on va s'attendre à ce que sur les bancs d'école, les travailleurs acquièrent les compétences de base et acquièrent de ce qui devrait être comment apprendre à apprendre, évidemment, mais que la formation plus pointue pour ensuite bien intégrer puis bien exercer une tâche passera nécessairement par la formation en entreprise. Hein? Donc, il faudra qu'on accompagne que les employeurs également de leur côté, lorsqu'ils vont embaucher quelqu'un, ne voient pas uniquement les compétences qu'ils ont acquises actuellement, mais leur potentiel d'acquisition de compétences pour bien les intégrer dans leur poste et de prévoir cette période d'apprentissage-là dans leur accueil, leur intégration. Donc, on ne parle plus d'un accueil, une intégration d'une journée. On regarde le manuel de l'employé, puis on vous dit voici vos tâches avec un coach, évidemment. Là. Mais maintenant, on va parler d'un accueil d'intégration qui va peut-être être 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein? Donc, ça va être des programmes beaucoup plus longs. Donc, ce que je pourrais dire aux travailleurs qui se demandent quelles compétences acquérir, bien, je vous dirais, on en revient toujours à la même chose.
augmenter, c'est difficile, hein? Les travailleurs ont de la difficulté à lever la main, à dire j'ai besoin d'augmenter mes compétences de base, mais nécessairement, ça va passer par là. Donc, apprenez à être versatile, apprenez à être diversifié, apprenez à acquérir les compétences sociales qui sont peut-être un petit peu plus difficiles parfois d'acquérir en cours d'emploi. Donc, je vous dirais que c'est peut-être probablement plus vers ces compétences-là à acquérir. Et ensuite, évidemment, ça va passer par l'accompagnement des employeurs pour qu'ils savent bien comment se transformer en milieu apprenant, se transformer en milieu qui vont pouvoir prendre leurs travailleurs, les guider vers les apprentissages plus pointus nécessaires par les emplois. Donc, encore une fois, on en revient à être versatile, diversifié, être capable de continuer à apprendre en tout temps. C'est vraiment sur ces points-là qu'il va falloir travailler là, de façon importante là, pour tous les travailleurs du Québec. Merci Alexandre. Vous avez fait allusion évidemment à la formation à l'école, certainement la formation à l'université. Donc, je vais certainement solliciter Louis pour peut-être nous répondre là-dessus. Mais avant, Simon, par rapport au rapport, est-ce que vous aimeriez ajouter des choses par rapport à la capacité des individus eux-mêmes de commencer à anticiper les changements et se former par eux-mêmes ou aller chercher la formation qui serait nécessaire pour qu'ils puissent justement occuper ces emplois futurs? Oui, définitivement. Puis, premièrement, je suis d'accord avec pas mal tous les points qu'Alexandre a amenés, mais peut-être que je suis un peu biaisé, parce qu'en étant chercheur à la base, ma fonction, c'est de lire, mais ce que je dis beaucoup aux personnes que je rencontre, tout ça aussi, qui posent des questions justement à l'avenir du travail, c'est vous pouvez aussi par vous-même faire des recherches, regarder si vous travaillez dans une industrie, lire sur l'industrie, regarder où les choses s'en vont, les tendances à ce niveau-là aussi. Il y a une certaine capacité à travailler par soi-même, je crois. Et après ça, c'est aussi possible de façon proactive d'amener à son employeur, à l'organisation aussi des idées, les besoins de formation qu'on va avoir, des nouvelles tendances qu'on voit à ce niveau-là. C'est ça aussi qu'on voit dans les rapports, beaucoup plus d'interaction à ce niveau-là. Oui, l'employeur a beaucoup de responsabilités, l'employé aussi peut aussi aller voir, avoir un besoin de raffinement en matière de ses compétences aussi, dépendamment aussi du secteur. Si on est dans une organisation, veut pas, comme on dit souvent, travailler dans une organisation, peu importe si c'est technique ou pas la position, il y a toujours une interaction humaine qui est là. Donc, les compétences humaines sont d'importance à acquérir, l'intelligence artificielle, tout ça, les compétences communicationnelles aussi. Donc, tous ces enjeux-là doivent demeurer, je crois. Très bien, merci. Merci Simon. Absolument. Louis, je ne sais pas si vous avez là-dessus. Oui. Très rapidement, un peu sur les deux questions. Les deux questions parlent d'essayer de deviner le futur, de faire des prévisions. Il y avait Niels Bohr qui disait « Les prévisions est difficile, surtout quand on parle du futur ». Donc, c'est clair que c'est difficile de deviner ce qui va arriver. Et donc, moi, comme je dis, j'ai la chance à la fois d'être professeur, mais co-dirige les incubateurs et accélérateurs. Et la COVID nous a pris, et beaucoup des choses qu'on apprenait aux entrepreneurs, de comment trouver des clients, de comment trouver des ressources humaines, on a dû nous-mêmes nous challenger et dire comment est-ce qu'on va changer ça pour ensuite. Donc, comment est-ce que l'entrepreneur ou comment les dirigeants doivent essayer de deviner quelles sont les compétences qu'elle aura besoin et comment les chercheurs d'emploi doivent dire quelles sont les compétences. D'abord, l'entrepreneur ou les dirigeants, il doit réfléchir sur quel va être son modèle d'affaires du futur. Ça veut dire quel est mon modèle d'affaires présent, quelle est ma proposition de valeur, qu'est-ce que j'offre, quels sont les clients que je cible, comment est-ce que je vais délivrer les services ou les produits à travers quels canaux de distribution et comment est-ce que je vais produire ça et quelles sont les compétences dont j'ai besoin et quels sont les partenaires. Et à partir de là, dire quelles sont les choses que j'ai, quelles sont les choses qui sont en train de changer et quelles sont les choses que je vais changer. Et essayer de dire, suite à l'expérience qu'on a maintenant, quelles sont les choses qu'on pense qu'ils vont rester et qu'ils vont changer. Un avantage qu'on a, c'est qu'il y a des pays qui ont été affectés avant nous et on peut observer comment ils sont en train de réagir, eux, et comment leurs entreprises sont en train de réagir, parce que ça va nous arriver à nous. Et j'ai fini avec ça. Pareil, si je dois chercher un emploi, j'ai dit, dans quel type d'entreprise je vais travailler? Déjà, je suis expert en vente, par exemple. Je suis quelqu'un que j'ai vu travailler dans la vente.
et dans la vente de tel type de produits. Donc, il faut que moi-même, je pense, quels vont être les modèles d'affaires de ce type d'entreprise dans le futur. Qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui va changer? Et voir ce qui est arrivé dans des pays qui ont été affectés avant nous et essayer de penser à un nouveau modèle d'affaires à partir de là. Absolument, merci Louis. Effectivement, ça force évidemment la réflexion et qui rend encore plus difficile puisque la charge, évidemment, qui est déjà énorme sur les employeurs, mais évidemment, elle n'est pas simple pour les travailleurs, pour les employés eux-mêmes ou pour même les chercheurs d'emploi. Nous avons aussi plusieurs questions sur des questions de diversité. On va y arriver et je pense que ce sont des choses qui sont très importantes. Ne vous en faites pas, il y a des questions certainement de prévues là-dessus. En troisième lieu, je voudrais me rapporter à une étude qui a été faite récemment par la Banque royale et qui estime qu'un demi-million d'emplois seront perdus au Canada et ne reviendront pas après la pandémie. Qu'est-ce que cela va signifier pour l'infrastructure actuelle et notamment celle qui vise la qualification donc de la main-d'œuvre? Et qui de mieux à qui poser cette question que à notre vice-présidente du Forum des politiques publiques, donc Julie. Ça me ferait vraiment un grand plaisir de vous adresser cette question qui est, je pense, pas mal compliquée parce que toutes ont besoin de boules de cristal, mais celle-ci, elle a besoin encore d'une plus grande boule de cristal, j'ai l'impression. C'est certain, puis je pense que personne n'a une bulle de cristal, si on veut, c'est très difficile à essayer de devenir. Par contre, on peut apprendre de l'histoire, puis je pense que c'est ça qui est très intéressant. Alexandre puis Simon a mentionné le quatrième révolution industrielle. Donc, c'est certain, avec chaque révolution industrielle, il y a toujours eu cette peur d'avoir des postes qui vont être coupés, d'avoir une rupture dans le monde du travail. Si on regarde dans 1760, puis c'était la création de l'engin à vapeur, avant la Première Guerre mondiale avec le travail en ligne, les avions, le Model T qui était inventé, et encore le troisième en 1950 avec tout le début de numérique puis des ordinateurs. Puis maintenant, c'est certain qu'on fait face à Big Data, à biotechnologie, 3D, intelligence artificielle. Oui, il y a certaines prédictions. Je suis par nature optimiste. Puis je pense que cette part-là, ça nous pousse à réinventer, à repenser à la façon de travailler. Puis pour moi, c'est important qu'on ait cette part-là parce que c'est important qu'on repense comment travailler, puis comment investir nos temps, nos ressources, comment éduquer nos enfants, etc. Mais vraiment, avec même la première révolution industrielle, on a prédit un manque d'emplois par après. C'est exactement l'opposé qui est arrivé. C'était vraiment plus d'emplois. Donc, je pense que c'est vraiment on est résilient. Je pense que les postes, l'économie va se réinventer. Et puis, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup d'autres possibilités. Charles a mentionné au début l'économie du savoir, puis c'est certain que l'économie est en train d'évoluer et en train de changer. Mais si on regarde le passé, je pense qu'en regardant les autres révolutions industrielles, on a vu que c'était non une coupure, mais vraiment un changement, un déplacement d'emploi, puis on est continuellement en train de s'adapter. Donc, ça, c'est ma vue optimiste pour l'avenir. Merci infiniment, Julie. Je ne sais pas, Alexandre, si vous aimeriez ajouter peut-être quelques commentaires aussi, peut-être en lien avec ce que Julie vient de dire. Ce qu'on a vu aussi avec la dernière révolution industrielle, c'est beaucoup une polarisation des emplois. On s'attendait à ce que les emplois plus de bas niveau disparaissent, puis qu'on soit plutôt, encore une fois, dans une économie de savoir, l'économie de savoir à laquelle a référé M. Millard en d'entrée de jeu.
mais on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. C'était plutôt une augmentation des emplois plutôt de moins qualifiés et une augmentation des qualifiés, puis c'était vraiment le vide un peu entre les deux, puis on a perdu beaucoup donc de ce type d'emploi. Est-ce que quelque part, il y a eu de la réflexion là-dessus? Je ne sais pas, M. Gagnon, Alexandre, est-ce que vous aimeriez commenter sur ça? Oui, effectivement, il y a une polarisation. Hein. On vient éliminer la zone faiblement ou qualifiée. Mais ce qu'on voit, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui faiblement qualifié va peut-être disparaître un peu plus, mais nécessairement, le peu qualifié de demain va demander quand même certaines qualifications, certains attraits au niveau compétences un peu plus poussées qu'actuellement. Donc, le machiniste aujourd'hui va avoir à apprendre à travailler non pas avec une machine comme on a aujourd'hui, mais va apprendre à utiliser cette machine-là dans un contexte numérique aussi. Donc, ce peu qualifié-là va venir à se transformer et à acquérir des compétences qu'actuellement on associe aux emplois plus qualifiés. Donc, c'est peut-être cette tangente-là qui va venir, mais ces mêmes personnes-là vont se retrouver dans des métiers similaires qu'on peut avoir aujourd'hui, mais peut-être avec des outils différents, dans un contexte un petit peu différent. Si je reviens un petit peu à la question, si vous me permettez, là, sur les infrastructures de formation. On l'a vu tout à l'heure, le déficit du Québec n'est pas nécessairement auprès de nos jeunes, même s'il y en a un. Simon l'a bien mentionné là, auprès de ces jeunes qu'il y a encore du travail à faire, puis je pense qu'il faut qu'on continue à s'améliorer. Mais l'étudiant type va venir à se transformer aussi. Donc, ça ne sera plus nécessairement l'étudiant de 21 ans, l'étudiant de 19 ans qui arrive à l'université. L'étudiant type va peut-être avoir 38 ans, 39 ans, 40 ans. Donc, il va revenir plus régulièrement sur les bancs d'école. Puis les bancs d'école, encore une fois, pour moi, c'est beaucoup plus large que l'institution d'enseignement. Donc, il va revenir en mode d'apprentissage plus globalement tout au long de sa vie. Donc, ça, il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on adapte nos infrastructures de formation. Il va falloir qu'on adapte nos lieux d'apprentissage. Donc, ça va amener une réflexion, nos institutions d'enseignement, de venir donner de la formation là où sont les étudiants, qui sont parfois en emploi, qui sont parfois avec des horaires déjà bien précis, des limites quant aux horaires auxquels ils peuvent être disponibles à la formation. Donc, ça, évidemment, on entend parler de plus en plus. Les milieux d'enseignement, ce qu'ils nous demandent, c'est dans les financements pour ça, c'est d'avoir du financement pour des programmes, des petites cohortes, des formations en temps partiel, de la formation en ligne. Donc, on est en train de transformer la façon qu'on apprend puis la façon qu'on organise notre système de développement de formation. Pour la formation en emploi, évidemment, ça va nécessiter que la PME de 15-20 employés également ait accès à la formation. Puis ça va nécessiter qu'elle se fasse accompagner, que les milieux viennent justement d'enseignement viennent cogner à la porte des entreprises pour leur dire quelle formation avez-vous besoin, qu'est-ce que je peux développer comme formation pour vous subvenir pas aux besoins du secteur, pas aux besoins de l'industrie, mais à votre besoin spécifique que vous avez dans votre entreprise. Donc, on est appelé à se réinventer autant dans les entreprises que dans nos infrastructures de formation. Absolument, mais merci et merci d'avoir mis tous les deux, et Julie et Alexandre, vraiment le doigt sur la chose importante, c'est cette idée de dépasser les silos puis toute la transversalité qui va se faire entre les milieux des affaires, les milieux de l'enseignement, qui avait commencé, c'est pas quelque chose de nouveau, mais aujourd'hui ça a atteint un niveau incontournable dans le sens où à un moment donné on peut même plus continuer s'il n'y a pas vraiment cette perméabilité dans la façon de faire. Et quoi de mieux, et ce que les universités aiment toujours entendre, toute la question de la multidisciplinarité qui revient au cœur des formations et que tous les deux, vous avez souligné aussi d'une certaine manière, quand on dépasse des compétences de base qui sont littératie, numératie, résolution de problèmes dans des contextes informatiques, évidemment, on amène toutes les questions qui viennent chercher la créativité, l'intelligence émotionnelle,
émotionnelles, et aussi avec le numérique même, qui demande encore plus de la communication, la collaboration. Donc, tous des éléments, évidemment, que parfois, on a un peu plus de difficultés à voir venir dans les écoles, dans les universités, mais auxquelles on va devoir se pencher. Et d'où cette idée encore de rendre finalement tous les milieux des milieux d'apprentissage. Alors, je reste sur vraiment cette belle réflexion qui sort de vos propos. Alors, aujourd'hui, je passe à notre prochaine question et je solliciterai cette fois-ci Luis un peu pour répondre à ça. Il est clair aujourd'hui qu'on on peut pas réfléchir à nos systèmes sans mettre la pandémie dans l'équation. La COVID-19 est arrivée, c'est pas une gifle, c'est tout un chambardement qui est venu s'ajouter encore une fois à un contexte qui déjà était en pleine effervescence. Et j'aimerais vous entendre sur, avec les impacts de la COVID, qu'on commence à sentir quand même des personnes qui perdent des emplois, des entreprises, surtout au niveau des PME, des secteurs qui sont en grande difficulté. Quels sont les nouveaux défis qui sont en train de s'imposer aux employeurs et notamment aux PME? Alors, je sais qu'on a travaillé ensemble sur plusieurs études qui regardaient un peu les capacités de pivoter, de faire les choses autrement, puis peut-être que quelques mots là-dessus, ce serait certainement, ça aiderait à y voir un peu plus clair. Oui, merci beaucoup. Oui, en effet, comme on a dit au début, aujourd'hui, c'est très difficile d'être directeur d'un PME parce que directeur d'une PME parce que déjà, il faut embaucher quelqu'un, les retenir, les former. Et on sait qu'il faut composer avec les changements générationnels, avec la culture. Donc maintenant, tout ça dans un contexte de Covid, et on voit de plus en plus d'enquêtes qui montrent que les sommeils, la santé mentale et la santé physique des entrepreneurs, il est en train d'être de plus en plus affecté. Donc, c'est clair que c'est difficile. Mais si on veut ajouter dans les challenges, c'est que beaucoup de PME ont du mal à recruter, et notamment des PME en région ont du mal à recruter. Et en fait, souvent on dit la fonction la plus importante d'une entreprise, c'est les ressources humaines, mais c'est surtout dans les discours, parce que malheureusement, la réalité, c'est que dans les PME, les ressources humaines, c'est une des fonctions qui va être les dernières à se formaliser ou à s'institutionnaliser. On va créer d'abord le département des ventes, des comptabilités, des productions, et à la fin, on va formaliser. Et maintenant, il faut les formaliser vite, donner une structure vite, avoir des personnes compétentes vite, mais il n'y a pas que ça. Il faut que ça ne soit pas qu'une fonction purement opérationnelle, il faut que ce soit une fonction stratégique et qui participe de manière proactive à aller chercher les personnes dont les PME ont besoin. Donc, il faut développer, malgré qu'il y ait une petite structure, il faut voir comment est-ce qu'on peut travailler la marque employeur, c'est-à-dire les positionnements distinctifs de l'entreprise qui va les permettre de se démarquer de la concurrence et attirer des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on doit travailler les personnes ou la personne des ressources humaines avec les personnes de marketing. Et comme on fait dans les marketing, qu'on va cibler les marchés, on va dire on cherche, on cible des femmes d'un tel et tel âge avec un tel et tel pouvoir d'achat, avec un niveau d'éducation comme ça, pour vendre des produits ou des services. Pareil, maintenant, on va devoir dire, écoute, nous, on a besoin des personnes avec tel et tel compétent, qui se trouvent dans tel endroit. Et après, on va voir si ça existe, ce marché, comme on fait en marketing. Si ça n'existe pas, il faut changer et cibler un autre et faire une stratégie de dire, OK, comment est-ce qu'on va tirer ces personnes pour qu'elles viennent dans mon entreprise et dans la région où je suis, définie en disant, je vois dans d'autres pays des PME très proactifs qui développent des campagnes comme ça sur LinkedIn et dans lesquelles ils cherchent des professionnels, des immigrants ou des locaux, mais ils disent, viens chez nous, regarde, et essayer de montrer pourquoi ils font ce qu'ils font et pourquoi c'est bien d'aller chez eux, qu'est-ce qui peut les attirer d'aller chez eux. Donc, il faut être proactif et cibler, faire une campagne comme en marketing, faire de marketing des ressources humaines et que ça devient plus stratégique, les ressources humaines dans les PME. Je sais que c'est facile à dire et très difficile
à faire, mais on a besoin de ça. Absolument. Mais merci beaucoup, Luis. Alors, écoutez, il y a également les demandeurs d'emploi, encore une fois, qui, dans un contexte aussi de COVID, de pandémie, trouvent les choses difficiles et ils doivent travailler pour devenir aussi plus attrayants dans cette économie, dans une économie dans laquelle il devient de plus en plus difficile de postuler à des emplois ou de suivre, encore une fois, l'évolution du marché. Julie, je sais que vous avez des idées là-dessus, donc je vous inviterai à les partager avec nous. Oui, absolument. Mais je pense que pour les demandeurs d'emploi, c'est vraiment une opportunité de briller. Pour tout le monde, on est dans l'inconnu. On vit un monde de beaucoup, beaucoup de changements. On cherche de l'espoir, de l'énergie, de la créativité dans un monde qui est incertain. Donc, je pense que si on vient à bout comme un demandeur d'emploi, de faire cette impression-là, de connecter avec des gens dans un monde virtuel, mais c'est un grand avantage pour eux d'essayer de créer. Nous autres, on a des employés au Forum des politiques publiques qu'on a embauchés puis qu'on n'a pas encore rencontrés face à face. C'est un autre monde. Puis ils ont créé leur impression à travers ce nouveau monde qu'on est tous en train de vivre. Donc, je pense que c'est très intéressant. J'ai regardé dernièrement une liste des compétences nécessaires pour l'avenir que le Forum économique mondial a créé pour l'an 2025. Puis c'était fascinant de voir la liste. C'était tout ce qu'on était en train de dire, mais pensée analytique, innovation, l'apprentissage continu, la résolution des problèmes complexes, l'analyse critique et l'analyse, la créativité, l'initiative de vraiment prendre l'avance sur des idées puis les avancer, le leadership et l'influence sociale. C'est certain que c'est l'utilisation de la technologie et autant design et programmation des technologies. Et finalement, c'est la résilience, gestion de stress, la flexibilité, comme Simon a mentionné tantôt, et le raisonnement, la résolution de problèmes, de vraiment chercher et de trouver des solutions. Donc, c'est pas mal une liste qui est inspirante de ce qu'on recherche. Puis, je pense que ça donne beaucoup de potentiel, que ce soit dans les PME ou dans d'autres organisations, d'avoir cette énergie-là, d'avoir cet espoir et créativité-là pour faire des changements, pour avancer des changements. Puis, vraiment, c'est un monde qui est un peu dans nos mains. Moi, je ne sais pas dans quel environnement que je vais travailler dans un an. Je ne sais pas comme ça va être le contexte de mon emploi, combien de personnes vont travailler physiquement au bureau. C'est certain qu'on fait les sondages avec les employés. Il y a quand même une bonne majorité qui sont bien restés à la maison, qui n'ont pas besoin nécessairement de retourner dans un bureau comme auparavant. Il n'y a pas cette nécessité-là. Donc, je pense qu'on cherche les employés qui ont cette énergie de vraiment vouloir créer un différent avenir. Puis, c'est certain que l'angle diversité nous passionne à tous et toutes à la table aujourd'hui. Puis, moi, c'est quelque chose qui m'inspire, mais aussi qui m'inquiète. Si les femmes vont choisir plus, disons, de vouloir rester à la maison à cause de toutes leurs responsabilités. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'il y a plus d'hommes qui sont basés au bureau puis qui sont en train de prendre certaines décisions à vive voix en personne? Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Puis, je pense qu'on est tous en mode d'incertitude, puis on attend un peu ce qui va arriver, mais je pense que c'est vraiment le moment où on commence à vraiment créer c'est quoi qu'on veut comme une nouvelle réalité parce que c'est à nous autres de l'inventer. Puis je pense que pour les employés, puis les demandeurs d'emploi, comme la question demandée, je pense que on les écoute. On a beaucoup d'attentes en termes de voir comment est-ce qu'eux autres pourront contribuer à cette nouvel avenir qui est autant épeurant que intéressant et stimulant. Merci, Julie. Vous abordez effectivement des questions super intéressantes. Puis si je reviens juste à cette notion de télétravail, puis
peut-être certaines inégalités que le télétravail peut accentuer. Il est clair que si les organisations, la question de l'isolement, la question de l'éloignement, évidemment, ça vient avec le télétravail. Et si des organisations ont déjà au niveau de leur réseau, par exemple, certaines faiblesses par rapport à de l'inclusion, que ce soit des femmes, que ce soit des profils plus diversifiés, des personnes racisées, minorités ethnoculturelles, personnes en situation de handicap, autochtones, mais évidemment, le télétravail va venir exacerber cet isolement et je suis entièrement d'accord avec vous que s'il y a des gens qui veulent continuer parce que le télétravail fonctionne, parce qu'il y a quand même du bon à pouvoir mieux concilier ses horaires, sa flexibilité, se déplacer moins, etc. Mais c'est aux employeurs aussi de bien faire attention à tout ce qui peut évidemment déraper ou bien à exacerber des choses qui finalement sont déjà pas réglées à l'intérieur des organisations, puis que le télétravail et le travail à distance risquent encore d'aggraver. Et la situation est la même, évidemment, au niveau d'autres types de compétences. Et donc, ça revient un peu à que les demandeurs d'emploi, évidemment, doivent de leur côté rendre plus visible, évidemment, leurs capacités, mais d'un autre côté, aux employeurs aussi, d'anticiper, d'aller les chercher. Donc, ce qui revient un peu à vraiment ces efforts collectifs que l'on voit. Alors, merci Julie, vous nous mettez très bien l'introduction de notre dernière question aux panélistes avant d'ouvrir donc les questions à nos chers participants. Donc, encore une fois, on a déjà noté, il y a déjà plusieurs questions, la liste est pleine. Mais dernière question que j'aimerais quand même aborder avec vous, justement en lien avec des questions de télétravail. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises n'ont d'autre choix que de prendre un virage numérique. On l'a vu dans le secteur du commerce du détail, on l'a vu avec le télétravail, on l'a vu que l'innovation, ce n'est pas seulement les secteurs plus scientifiques ou technologiques, c'est tous les secteurs. Et pourtant, on sait que ce sont des investissements qui sont énormes, ce sont des investissements qui sont importants. Puis, ce n'est pas nécessairement au sein des PME que l'on va trouver ce genre de ressources, qu'on va trouver les expertises, qu'on va trouver ces compétences pour pouvoir les développer. Alors, ma question s'adresse à tous les panélistes qui sont là. Je vais commencer par Louis, qui s'est penché sur la question, mais j'aimerais vraiment vous entendre à la fois Alexandre, Julie, Simon, pour avoir un peu un mot de la fin là-dessus. Donc, Louis? Oui, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs où tout le monde parle aux différentes organisations, tout le monde parle des virages numériques. Donc, il faut prendre les virages numériques, il faut adopter, il faut virer, il faut sauter sur les virages numériques. Mais ça veut dire quoi, les virages numériques? En fait, c'est plutôt que les virages numériques, c'est l'interconnectivité. C'est-à-dire que maintenant, la nouvelle normalité, peu importe comment elle va être, c'est clair qu'il y aura toujours des composants hybrides, ça veut dire présentiel et à distance. Donc, la clé, c'est que les PME doivent acquérir acquérir des compétences ou former des personnes dans cette interconnectivité. Ça veut dire la capacité à travailler à distance, mais aussi de manière présentielle, à utiliser des outils collaboratifs, de partage des dossiers, comment faire la gestion de la clientèle à partir des données, mais aussi en les contactant, mais c'est à trouver cet équilibre, comment faire la gestion des projets à distance et présentiel. Bien sûr, tous les volets des marketing numérique, bien sûr, les commerces électroniques, mais aussi, est-ce qu'avec les données que j'ai, est-ce qu'on peut commencer par une étape basique d'intelligence artificielle, ça veut dire comment pouvoir jouer ou obtenir de l'information intéressante de mes données pour prendre des décisions, et comment exploiter davantage les bases de données pour voir des opportunités qui existent dans les marchés que je cible déjà, comment mieux penser ma chaîne d'approvisionnement. Et
il faut aussi penser international. Si j'ai fait déjà 7 virages numériques, donc ça veut dire que si les personnes peuvent me voir dans ma page web transactionnelle d'ailleurs et je suis capable de me fournir des produits d'ailleurs, je suis capable aussi d'exporter. Il faut voir que la majorité de nos PME, surtout des PME en région, n'exportent pas. Donc, il faut voir ces composants. Et quelque chose de très intéressant, et si je devais me réinventer demain, les secteurs les plus importants qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est la cybersécurité. Je vous assure que peut-être vous n'êtes pas braqué tous les jours. Je suis mexicain, c'est pour ça que peut-être je parle de ça, mais peut-être vous n'êtes pas braqué dans l'année, peut-être jamais dans votre vie vous êtes fait braquer, mais je vous assure que plusieurs fois pendant la semaine, vous recevez des courriels d'hameçonnage. Donc, c'est là où il y aura des créneaux super importants. Donc, il faut penser aussi à la cybersécurité. Il n'y a pas beaucoup de monde formés. Et j'ai fini avec ça. Aussi, on parle beaucoup des compétences, mais les réseautages à distance. Ça, avec mes étudiants, c'est ça qui les stresse le plus, les étudiants d'MBA, parce qu'ils ne se voient pas. C'est, comme je dis souvent, au Canada, les réseaux, ce n'est pas important. C'est tout. C'est un pays très porté sur la confiance, sur l'expérience canadienne, sur tes contacts canadiens. Donc, il faut apprendre à maîtriser comment tu es capable de réseauter et exploiter ton réseau à distance. Merci. Merci beaucoup, Luis. Vraiment très, très beaux propos. Alexandre, peut-être, vous, à la Fédération, vous voyez les PME en train de se battre avec ce virage numérique. On l'a vu, le gouvernement et les gouvernements mettent des programmes pour essayer de stimuler. Comment vous voyez l'avenir? Évidemment, il y a un secteur en particulier qui est fortement impacté par cette numérisation-là, par ces échanges-là. C'est le secteur du commerce de détail. Hein? On part des gens qui étaient avec une vitrine où les gens, la localisation était extrêmement importante pour aller attirer les gens qui passaient dans la rue pour venir entrer dans le magasin. Donc, il y avait une expérience de magasinage. Donc, la formation qui était donnée était une question de service à la clientèle. Hein? Donc, là, évidemment, on en vient où il n'y a plus cette vitrine-là. Il n'y a plus de personnes qui rentrent dans notre magasin. Ce qu'on veut transformer, c'est le magasin numérique. Le magasin numérique, pour des gens qui n'en ont jamais fait auparavant, il faut trouver un moyen d'être les premiers qui sortent sur le Google. Il faut essayer de trouver que notre produit, non seulement il correspond à ta clientèle locale, mais correspond un peu comme M. Cisneros-Martinez a dit, à la clientèle internationale. Parce que la compétition n'est plus uniquement local, le magasin du coin de la rue, c'est rendu celui dans le même centre d'achat. La compétition va venir beaucoup des magasins en ligne qui existaient déjà, des grandes multinationales qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'équipes au niveau de marketing numérique. Donc, il faut que nos PME puissent sortir leur lapin de leur chapeau à ce niveau-là et de développer leur propre stratégie numérique. Je pense que ça, c'est un atout sur lequel ils doivent développer, qu'on a eu beaucoup de demandes de la part des employeurs, des chambres de commerce un peu partout au Québec lors de la pandémie. Ça a été dites-nous comment on peut ressortir du lot. Hein? Donc, on a mis en place des programmes pour favoriser l'achat local, pour mettre de devant ce qui est produit au Québec, ce qui est vendu par des entreprises québécoises, mais ultimement, c'est les employeurs, c'est les entreprises qui devront mettre en place toutes ces choses-là pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle économie-là qui, soyons clairs, ne disparaîtra pas après la pandémie. Elle va rester, elle va continuer comme ça dans le futur. Et puis, on aura l'atout de pouvoir récupérer un magasin avec une vitrine puis de la clientèle qui va passer, mais la vitrine internationale, la vitrine sur le web va continuer à être très prédominante dans l'avenir. L'adhésion a été faite. Il y en a qui ont mentionné, effectivement, mais au niveau de la culture aussi, ça va être la même chose. Hein? Donc, on a vu dans les musées, on a vu les spectacles, où il y a une multitude de nouvelles plateformes qui ont été créées pour avoir accès à ces services-là. Donc,
c'est de se réinventer, c'est de pouvoir continuer à apprendre là, pour faire face à cette nouvelle réalité-là qui est là pour rester. Merci Alexandre. Oui, effectivement. Puis on voit d'ailleurs justement, ce sont les associations, les fédérations comme vous, mais également à travers plusieurs organismes, évidemment, qui mettent un peu l'épaule à la roue pour essayer d'offrir des formations aussi qu'au niveau des incubateurs, accélérateurs, également donc des formations qui sont mises au service des petites et moyennes entreprises. Et comme nous le fait remarquer Madame Bélanger, et vous l'avez dit d'ailleurs Alexandre, c'est sûr qu'on pense vite au secteur du commerce, du détail, mais on pense aussi que plusieurs autres secteurs, puis évidemment les arts, l'événementiel, mais tout passe aujourd'hui quand même par ce virage numérique qui soit pour vendre, mais aussi pour adapter des produits, pour accélérer des productions, pour mieux fournir les services, etc. Donc, pour continuer sur cette lancée, Julie, de votre côté, Forum des politiques publiques, quand vous réfléchissez à la question de comment outiller les PME en termes de virage numérique, quelles sont les initiatives desquelles vous pouvez nous faire part? C'est certain pour nous, c'est un défi qui existe même au forum, dans nos discussions, puis en discussion de politique publique. Les PME sont rarement à la table parce que franchement, ils n'ont pas le temps. Ils sont en train de gérer leur business, ils sont en train d'agir, ils sont les faiseurs de l'économie, puis ils n'ont pas le temps de venir à une discussion comme celle-ci, disons, pour en discuter, pour essayer de trouver des solutions. Puis nous autres, on fait des efforts continus pour essayer d'avoir cette voix à la table parce que c'est extrêmement important en termes de solutions, en termes de vraiment trouver des recommandations qui sont liées à la réalité puis la réalité qu'ils vivent. Comme vous avez mentionné dans le rapport, c'est une grande partie de la population, donc il faut vraiment qu'ils soient écoutés puis que leur voix soit à la table. Ce que je trouve intéressant, puis vous avez parlé beaucoup dans le rapport, c'est toutes les questions de plateforme, que ce soit en termes d'expertise de ressources humaines, que ce soit en termes du monde numérique. Il faut vraiment avoir des ressources partagées. Je regarde l'exemple qui est maintenant la plus grande compagnie canadienne avec Shopify. Eux autres ont créé un système. Nous autres, on a un fermier dans notre voisinage qui vend son chou frisé puis ses carottes sur Shopify, puis on va les chercher chez lui ou les livres à la maison. C'est simple, c'est accessible à tout le monde, puis c'est bien fait, puis c'est une compagnie canadienne. Donc, je pense que vraiment de voir comment est-ce qu'on peut créer ces plateformes-là, c'est certain que ça ne fait aucun sens que chaque PME est en train d'inventer leur propre système et leur propre façon de faire. Donc, comment est-ce qu'on puisse vraiment travailler ensemble pour une économie de partage, pour assurer qu'on partage ces ressources-là, autant dans le monde numérique qu'en ressources humaines ou dans d'autres enjeux. C'est vraiment essentiel pour assurer que ce secteur-là brille. Effectivement, merci Julie. D'ailleurs, c'est vrai que dans le rapport, nous sommes revenus souvent sur des questions de ressources partagées, de plateformes et évidemment sur plusieurs questions. À chaque fois qu'on pense à des PME, on ne peut pas penser que chaque PME peut par elle-même se créer son infrastructure et c'est vraiment par ce biais-là. Puis évidemment, ça pose deux questions. Ça pose la question du fait de la compétition, de vouloir être unique, etc., mais aussi de pouvoir profiter de ressources partagées. Mais clairement, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et évidemment, quand on a une économie qui à plus de 90% est constituée de PME, on n'a pas le choix que de pouvoir évidemment donner tout l'appui qu'il faut à nos principaux créateurs de l'emploi, mais créateurs aussi de la richesse. Simon, est-ce que vous aimeriez ajouter quelques mots là-dessus? Oui, définitivement. Dans le fond, ce qui est intéressant aussi, puis qui est une partie du rapport, mais qui est aussi une partie importante de nouveaux rapports qu'on a commencé à écrire justement sur les effets plus concrets de la pandémie sur ça, c'est que oui, le virage numérique est essentiel, mais à l'échelle du territoire canadien qui est très, très vaste, un des problèmes qu'on voit à ce niveau-là, c'est les infrastructures en télécommunication. Quand on s'éloigne souvent des grands centres, tout ça. Donc, on va encourager les PME à faire un virage numérique, oui, mais si l'Internet est lent, ça ne fonctionne pas bien.
Si faire des rencontres, ça ne fonctionne pas bien non plus. Donc, ça, c'est un des enjeux à ce niveau-là où les PME ont moins de contrôle à ce niveau-là. Ce n'est pas nécessairement l'intention, la volonté qui manque. C'est des infrastructures en région qui peuvent être déficientes à ce niveau-là aussi, qui est un peu moins... quand on est proche des grands centres, on a souvent tendance à oublier ça. Puis aussi, un autre point sur le virage numérique en art, en culture, c'est une chose, mais si on regarde au niveau de l'expérientiel, au niveau du côté plus humain, de la performance artistique, ça reste une perte qui se fait à ce niveau-là. Je pense que l'aspect plus réel de l'art en personne, ça a été un des grands oubliés, si on veut, des interventions en termes de pandémie, au niveau de tout ce qui est théâtre, les musées, la restauration, ça. Et ça reste des PME qui sont très, très importantes au niveau de la masse d'emploi, au niveau des grandes villes aussi, à ce niveau-là. Donc, l'événement numérique, c'est bien, mais je ne pense pas que je pense pas que c'est une solution de qualité égale à travers les secteurs. Je pense que c'est aussi un des enjeux qu'on va voir de plus en plus. Souvent, dans certains secteurs, il risque d'avoir, oui, le virage numérique est possible, mais c'est quoi, à quel coût? C'est quoi les pertes reliées à ça aussi au niveau de l'expérience ou de la qualité du produit ou du service? Absolument. Merci Simon. J'espère en tout cas, j'espère que dans quelques temps, quand on va revoir cette vidéo, on sera assis quelque part sur des terrasses ou dans un restaurant ou peut-être au retour d'un théâtre peut-être. Mais certainement que les circonstances aujourd'hui sont difficiles puis qu'il faut passer par là, mais ça reste quand même, c'est des solutions puis des solutions qui sont viables. Ce que j'aimerais reprendre un peu des discussions. Alors, merci à tous les panélistes. Vraiment, merci de vous être prêtés si généreusement au jeu, puis surtout d'avoir amené autant d'idées intéressantes qui viennent du rapport, mais qui analysent aussi le rapport. Puis, ce que je voudrais, c'est qu'il y a plusieurs interventions donc, qui ressortent du chat et donc que je voudrais formuler. Il y a une question qui est revenue de manière transversale sur plusieurs questions, donc j'essaie de les regrouper parce qu'il y en a eu plusieurs. Sur la question de la diversité, sur la question de l'immigration, donc sur toutes ces compétences qui nous viennent de la diversité, de profils diversifiés. On sait très bien que les taux de chômage, la difficulté d'accès au marché du travail, la difficulté aussi d'accès à l'intérieur des entreprises, à des postes parfois plus importants, etc., souffrent de cette question de sous-représentation. Donc, la chose n'est pas nouvelle. À un moment donné, avant la pandémie, on était en plein dans toutes les questions autour de comment gérer la diversité, comment gérer l'équité, comment gérer l'inclusion. Aujourd'hui, on en parle. Est-ce qu'on en parle un peu moins? Et pourtant, il y a tout le potentiel doit être cherché. Puis Dieu sait qu'on a essayé d'établir à travers nos discussions l'importance de tout et chacun du potentiel qui vient de partout, qui doit être mobilisé donc au service des entreprises. Donc, vos positions par rapport à cette question d'accès au marché, par rapport à cette question d'immigration en lien avec les PME qui généralement, évidemment, n'ont pas des grands programmes de gestion de la diversité, puis c'est clair, n'ont pas toujours l'expertise, parfois ont à peine une personne qui s'occupe des ressources humaines dans l'organisation. Comment faire en sorte d'aller chercher justement le plein potentiel, comment faire en sorte de corriger aussi les sous-représentations, notamment quand on parle des secteurs, quand on parle de virage numérique, quand on parle aussi de changement, ou encore la sous-représentation est encore plus grande, par exemple par rapport aux femmes dans des secteurs de technologie ou encore une fois de certains profils. Alors, je ne sais pas qui voudrait prendre la question, juste peut-être me faire signe là-dessus. Oui, Julie? Mais je pense qu'en général, c'est qu'on ne peut pas juste avoir des bonnes intentions. Il faut vraiment avoir une stratégie, il faut avoir un plan, il faut assurer qu'on est un peu difficile sur nous-mêmes, sur l'avancement, sur un plan de diversité. Ça ne va pas juste arriver comme ça. Il faut vraiment, on dit souvent avec les femmes qu'il faut des fois demander à plusieurs reprises. Il faut aller chercher les gens qui ne vont pas normalement faire demande. Il faut assurer qu'on a une stratégie de rétention, disons, pour les nouveaux Canadiens. Il faut vraiment avoir une stratégie, que ça soit défini, qu'il y a des buts associés qui sont très, très, très clairs.
Ça ne peut pas être par hasard. Nous autres, on a participé la semaine passée au lancement du gouvernement canadien au programme de 50-30 pour assurer qu'on a un certain niveau de diversité de genre et aussi de diversité dans nos équipes de gestion, puis aussi sur nos conseils d'administration. Il faut que ça soit, on n'aime pas ça parler des quotas, mais il faut quand même avoir certains buts et puis c'est très important d'avoir une stratégie qui est très, très claire, puis d'avoir un certain appui. Je pense qu'en question des PME, pour le recrutement des immigrants, je pense que l'idée des plateformes de ressources humaines est d'avoir des experts qui peuvent vraiment être là pour appuyer ce processus-là, parce que je pense que c'est très, très, très complexe, puis il faut avoir une certaine expertise qui peut peut-être être partagée entre différents PME pour assurer, parce que sinon, le défi est trop grand puis trop bureaucratique, puis trop complexe pour une PME d'essayer de diriger puis de comprendre. Absolument. Donc, des plateformes au niveau de l'expertise, de comment faire, de comment élargir des bassins, de comment éviter certains biais, mais aussi toute la sensibilisation autour, n'est-ce pas, de la question du potentiel, des compétences, puis de comment aussi les reconnaître. Oui, Louise, je sais que tu vas certainement nous parler du Québec inclusif qui revient souvent. Je suis sûre que tu ne manqueras pas cette belle occasion de... Oui, écoute, merci de me rappeler. Mais ça fait quelques jours, dans un article, je disais qu'il fallait qu'on passe du Québec Inc. au Québec Incle d'inclusif. C'est bien les Québec Inc., mais le Québec Inc. inclut les Québec Inc. Ça veut dire que... J'ai dit ça parce que je me rappelle que dans un journal très connu, ils sont mis dans la une les visages du nouveau Québec Inc. Aucune femme et que de natifs. C'est bien, mais ça ne représente pas trop la réalité. Et si c'est ça les nouveaux Québec Inc., qu'est-ce qu'on fait avec les entrepreneurs? Qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration? Donc, et j'ai dit, donc, j'ai parlé de ces concepts de Québec Inc. Donc, je pense qu'il y a deux volets. Moi, je pense qu'on a assez dit aux femmes et aux immigrants, vous devez changer, vous devez vous adapter. Tu dois les faire, mais les systèmes doivent aussi changer. Et les systèmes doivent aussi. Ça veut dire qu'il faut être conscient des biais cognitifs qu'on a vis-à-vis des immigrants et vis-à-vis des femmes. Je vous donne un exemple. Nous, on a un incubateur pour immigrants qui s'appelle Entreprisme et on a des immigrants hautement qualifiés. Et par exemple, quelque chose qui me gêne, c'est que quand j'entends beaucoup des différentes personnalités, quand on parle d'immigration, on parle des main-d'œuvre qualifiées et c'est rarement on parle des créateurs de richesses, des créateurs d'emplois. Mais bon, donc je reviens. Il y a deux volets. Les premières, c'est de dire on essaye d'attirer dans les PME et surtout en région des immigrants hautement qualifiés. D'abord, il faut comprendre cet immigrant hautement qualifié. Ça veut dire pourquoi il est venu au Canada. S'il est hautement qualifié, ça veut dire qu'il y a un master, deux masters ou un doctorat. Ça veut dire qu'il avait un réseau dans son pays et qu'il pouvait rester dans son pays parce que peut-être il aurait du travail à faire, mais il aurait pu. Mais pourquoi il est venu ici? Donc, moi, soit dans des activités dans ma chambre de commerce latino-américaine, dans laquelle aujourd'hui je m'incorpore au conseil d'administration, ou soit dans des incubateurs ou d'autres recherches, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'immigrants, surtout des pays émergents hautement qualifiés, sont venus ici parce qu'ils veulent donner une meilleure vie à leurs enfants, à la nouvelle génération, même pas pour leur carrière personnelle, oui, mais aussi pour des questions de sécurité ou ici pour s'épanouir d'une autre manière. Donc, il faut que les secteurs privés, les secteurs publics, on dit comment est-ce qu'on peut attirer ces mondes-là dans les PME et en région, comment est-ce qu'il peut s'épanouir professionnellement, mais en même temps, il a besoin d'un réseau de soutien parce qu'il a des enfants, mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut l'offrir dans les futurs à ses enfants, parce que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles cette personne il est venu ici. Donc, il faut essayer de comprendre quels sont les besoins au-delà de son développement professionnel qu'on peut offrir à cet immigrant. Il y avait une campagne que j'ai adoré, où je pense que c'était fait entre plusieurs organismes de gouvernement et d'autres activités dans lesquelles il y avait
des Latino-Américains, ça fait quelques années, qui habitaient en région et qui travaillaient dans des PME et eux-mêmes, ils disaient, viens à Chicoutimi, regarde, moi je travaille là, là. Et ça a eu un bel impact. Après, la campagne s'est freinée. Mais encore une fois, il faut comprendre et dire, OK, pourquoi les femmes iraient? Donc, comme système, qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Donc, ça, c'est pour attirer les immigrants. Mais une autre chose, c'est que souvent on dit, il faut attirer des immigrants qui connaissent la culture, qui s'adaptent. Beaucoup de ces immigrants, on les sait déjà. C'est nos étudiants dans les universités. Bien sûr, il ne faut pas tous prendre parce qu'il faut qu'ils s'aident aussi de développer leur propre pays respectif, mais on a beaucoup d'étudiants et je pense qu'on ne fait pas assez pour retenir nos étudiants, pour qu'ils restent aussi et surtout pour les retenir dans les PME. Et là, si je peux faire mon mea culpa, je pense que la majorité des universités et des collèges, quand on parle avec nos étudiants, on les fait rêver d'aller travailler dans une grosse boîte, dans une métropole. Et c'est vrai que si tu martèles ça pendant 3 ans, les étudiants vont penser que c'est ça qui est valorisé. Et je pense qu'il faut davantage mobiliser des modèles des PME et des PME en région et les faire rêver de cette opportunité. Et il faut voir comment est-ce qu'on peut combler les besoins de ces jeunes qui, maintenant qu'ils cherchent des libertés, maintenant qu'ils cherchent de l'espace, comment est-ce qu'on peut les attirer pour aller en PME et notamment dans des PME en région. Mais soyons conscients de nos biais pour essayer de former un Québec Inc. ou un Canada Inc. plus Inc. Merci, Louise. Alex, oui, Simon, vous voulez ajouter quelque chose, peut-être après Alexandre? Allez, vas-y, Simon. Simon, ton micro, par exemple. Merci, Tania. Oui, donc un point qui est important, c'est justement pour bâtir sur ce que Louise disait, c'est qu'il faut arrêter d'uniquement glorifier les entrepreneurs qui sont issus des domaines technologiques puis qui vendent leur entreprise à Google et à Facebook. Oui, c'est des beaux exemples importants, ça fait des belles pages couverture de magazines, mais quand on sort de ça, quand on regarde les plus petites PME qui sont peut-être à croissance moins rapide mais plus stable, on retrouve déjà plus de gens issus de l'immigration, on retrouve beaucoup plus de femmes aussi, mais on ne leur donne pas l'espace et la visibilité qu'on donne à cette grosse entreprise technologique-là. C'est important de reconnaître que l'entrepreneuriat, oui, c'est la technologie, mais c'est aussi les services, c'est aussi les régions et tout ça, où on retrouve déjà beaucoup plus de diversité, mais justement, si on veut continuer de bâtir cette diversité-là, c'est de montrer un portrait qui est plus réaliste et plus inclusif des entrepreneurs qu'on a déjà pour montrer justement à d'autres personnes issues de l'immigration, à d'autres femmes et personnes non-genrées aussi, que l'option est là pour eux de parcourir un parcours qui est entrepreneurial, au lieu de se rendre compte qu'il n'y a pas juste justement les grandes entreprises technologiques, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui est dans le fond, qui est l'entrepreneuriat. Absolument. Merci Simon de le rappeler, surtout qu'on ne peut que vraiment valoriser l'impact que justement ce genre d'entrepreneuriat a sur les milieux proximaux, sur les régions, évidemment, et encore une fois, dans l'économie communautaire, dans l'économie sociale, dans l'économie régionale, mais aussi donc dans l'économie. Alexandre, vous auriez voulu peut-être ajouter quelque chose? Oui, très, très rapidement, parce qu'on a plein d'autres questions, j'ai bien vu. En fait, il faut comprendre les PME dans toute cette diversité-là. C'est qu'encore aujourd'hui, détrompons-nous pas, les PME en région, ils recrutent encore par du bouche à oreille. Ils recrutent encore auprès des contacts à leur proximité. Donc, évidemment, pour quelqu'un de la diversité, peu importe la diversité, de venir intégrer, de venir s'intégrer dans le cadre du processus d'embauche d'une PME, c'est tout un obstacle. Puis pour la PME elle-même, d'avoir accès à ces bassins de main-d'œuvre-là qui sont moins habituels, auxquels ils ne sont pas habitués d'avoir recours, ce n'est pas nécessairement évident. Donc, une PME qui veut faire du recrutement international, il y a des organismes qui existent pour les accompagner. On pense de Montréal International, Québec International. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement les régions, là. Donc, pour faire cet accompagnement-là, pour les aider, oui, à s'équiper, pour bien se défaire de leur biais cognitif qui vient aussi avec le recrutement de la diversité, par exemple, des personnes handicapées, des personnes migrantes, mais ça nécessite un accompagnement, ça nécessite de la formation, puis d'avoir accès à ces ressources-là, ce qui n'est pas encore évident encore aujourd'hui à la grandeur du Québec. Donc, et encore une fois, lorsqu'on fait venir un immigrant en région, il faut également qu'on lui fait une terre d'accueil. Puis les organismes d'accompagner les immigrants, encore aujourd'hui, sont majoritairement
centrés à Montréal. La majorité des organismes sont là. Il y en a certains petits organismes qui sont en région, mais ne sont pas nécessairement bien équipés, ne sont pas nécessairement bien organisés pour accueillir le flot de main-d'œuvre qu'on aurait besoin dans les différentes régions du Québec. Donc, il y a tout un mécanisme à revoir puis à mieux accompagner ce qui est fait en dehors des grands centres, là, qui fait qu'actuellement, on a un déficit au niveau de l'intégration, de l'accueil et de l'embauche des personnes diversifiées ailleurs au Québec. Là. Absolument. Merci Alexandre. Puis parmi nos participants, évidemment, il y a, je pense, Madame Shahinez Mostafa qui nous fait remarquer aussi, et à très juste titre, que souvent on limite la diversité au recrutement. Puis comme je fais des études là-dessus, je ne peux que hocher malheureusement de la tête, puis de dire effectivement que ça ne doit pas s'arrêter jusqu'au recrutement. Et en fait, c'est toute la question de l'intégration, sauf que souvent dans le discours, quand on recherche du potentiel, quand on a de la misère, de la difficulté, on est dans des cas de rareté de main-d'œuvre, là on pense à la diversité, puis on pense surtout en termes de recrutement, mais je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, si on regarde même l'essence des lois d'accès à l'égalité, si on regarde l'essence des chartes, tout ce qui s'applique à la notion d'équité, ça ne s'arrête pas au recrutement. C'est tout le cheminement dans les organisations, c'est l'accès à la formation, c'est l'accès aux promotions, c'est l'accès au stage, c'est l'accès à l'avancement. Tout est couvert par des questions de notions d'équité et de gestion de la diversité. Puis merci d'avoir relevé le commentaire. Deux choses très importantes aussi qui sont venues dans le chat. Donc, je vais poser les deux questions en rafale parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et je sais que ce sont deux questions distinctes, mais s'il vous plaît, choisissez l'une ou l'autre ou les deux et faites-moi signe à laquelle vous aimeriez répondre. Alors d'abord, la question de la santé mentale. Je pense qu'on ne peut pas avoir un forum comme celui-ci, puis parler des PME, parler de COVID, parler de transformation, parler quand même encore une fois, d'un contexte qu'on essaye de maîtriser, mais qu'on ne maîtrise pas encore, mais qu'on fait tout notre possible pour pouvoir au moins anticiper les retombées, puis être prêt pour construire un peu notre avenir, mais on n'en est pas toujours là. Puis les effets sur la santé mentale sont énormes. Quelles sont les capacités des PME, que ce soit au niveau de leurs propres dirigeants, donc des propriétaires, des actionnaires, de pouvoir supporter autant, donc quoi faire pour les épauler, mais aussi à l'intérieur des PME, encore une fois, question de ressources, comment pouvoir aider justement à aller au-delà des questions de santé mentale qui se posent aujourd'hui dans nos milieux. Donc, la question autour de la santé mentale est la première question. Puis la deuxième question est une question également qui est intéressante, qui est ressortie par rapport aux jeunes. Donc, on reste un peu dans les questions de diversité. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes semblent évidemment prêts à toujours changer d'organisation très rapidement et ça se comprend. C'est avec l'évolution des temps, puis c'est avec ce qu'on a appris aussi des générations précédentes que l'emploi à vie, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Mais ce qui rend la chose encore plus pénible pour les PME, parce que souvent, pour eux, investir dans la formation, ce que ça veut dire, c'est former des individus, mais qui ne restent pas longtemps. Alors, évidemment, j'ai ma petite idée là-dessus, mais je voudrais quand même laisser nos panélistes répondre. Et disons, je vais vous ajouter une troisième, peut-être pour ceux d'entre vous qui voudraient le prendre. Lors de nos dernières études, d'ailleurs que j'ai eu la chance de faire aussi avec Luis, les entreprises, quand on leur a demandé, mais qu'est-ce que ça va prendre pour que vous passiez à travers la crise? Quelles sont vos idées de changement, d'adaptation? La question de l'environnement était vraiment au cœur aussi de leur développement, d'être plus soucieux de l'environnement. Donc, toute la question aussi de la proximité au niveau des fournisseurs, la question aussi d'avoir des milieux qui soient aussi plus humains, plus sains et de travailler dans le respect de l'environnement et du développement durable. Donc, ça ramène un peu quelques petites notions de début de santé, mais ça va au-delà de ça, ça va toute cette conscience autour de l'empreinte environnementale qui, encore une fois, a été poussée certainement par la COVID, mais qui était là depuis un certain temps, puis qui émerge aujourd'hui comme une grande préoccupation. Donc, santé, environnement, jeunes,
allez-y, je vois qui a envie de se lancer. Je vois Luis qui... mais Luis, tu ne prendras pas les 4 minutes qui restent là. 1 minute. Écoute, très rapidement, et simplement pour faire un clin d'œil à Alexandre Gagnon, la majorité des PME, c'est des entreprises familiales. Donc, sont fermés à intégrer des nouvelles personnes. Donc, comme tu dis, il faut les sensibiliser. Par rapport à la santé, je ne suis pas expert, mais avec Tania et notamment Florence Guiliani, on voit que quelque chose qui peut affecter directement la santé mentale, c'est le manque de sommeil. Et aussi changer beaucoup l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui affecte beaucoup nos entrepreneurs, cet stress. Donc, il faut faire beaucoup d'attention à avoir un sommeil régulier. Je sais que c'est facile à dire, mais ça, c'est quelque chose qui peut affecter rapidement les sommeils. Par rapport aux jeunes qui changent d'emploi, il faut dire que c'est une réalité canadienne quand on était en plein emploi. Parce que je suis désolé, mais en Grèce, en France, en Espagne, en Amérique latine, les jeunes ne switchaient pas d'un travail à l'autre parce que déjà, s'ils chopaient un travail, c'était déjà bien. Donc, oui, nos jeunes changeaient, mais on était en plein emploi. Donc, les conditions changent. Donc, peut-être ils vont vouloir le faire, mais malheureusement, ils vont devoir apprendre qu'il faut s'adapter à un travail. Et pour finir, quelque chose pour attirer les PME, pour attirer des futurs employés, c'est pousser sur ces notions écologiques parce que ça attire les nouvelles générations dont je suis en train de parler, de dire, viens, on est une entreprise qui fait ça, mais en plus, on a une notion une vision écologique qui peut attirer les nouvelles générations. Merci, Louis. Écoutez, il nous a jumelés les trois dans une même... Alors, il est parti avec un grand défi. Alexandre, Julie, peut-être après. Donc, Alexandre, allez-y. Oui, je vais prendre la question sur la santé mentale, puis je vais vous faire part d'une de nos grandes préoccupations qu'on a à la FCCQ, qui est on a un enjeu de santé mentale publique. Là. Je pense que la pandémie a évidemment fait ressortir de graves lacunes dans nos systèmes, là, mais il y en a une plus particulière qui nous interpelle, c'est la santé mentale des entrepreneurs. Puis on en parle depuis de plus nombreuses années, mais la pandémie a fait... c'est peut-être une autre pandémie par-dessus la pandémie, là. C'est que nos chefs d'entreprise, nos employeurs, ils font face à beaucoup de détresse psychologique actuellement pour la simple et bonne raison, c'est qu'une gestion de changement, ça se prépare. Puis là, on a fait face à une gestion de changement qui n'était pas préparée, qui n'était pas prête, que les gens n'avaient pas vu venir. Et puis, ils n'ont pas nécessairement l'appui autour d'eux ou le support pour les accompagner. Puis il y a encore les vieux complexes de dire un chef d'entreprise doit être droit, puis il doit mener sa barque, puis il doit pouvoir sauver ses travailleurs aussi. Hein. Donc, ils vivent des enjeux économiques importants pour beaucoup. Ils ont notamment des responsabilités envers leurs fournisseurs, leurs employés. Ils disent, moi, je ne peux pas tomber, je ne peux pas prendre un temps de repos parce que j'ai trop de responsabilités envers mes employés, envers mes partenaires. Donc, il y a tout un enjeu de relève d'entreprise au travers de tout ça, mais il reste qu'il manque un support important à ces employeurs-là auprès de ces entrepreneurs-là, des chefs d'entreprise, des PME, des entreprises familiales. Donc, il faut qu'il y ait une béquille quelque part qui va venir les accompagner, leur donner le droit de souffler quelque part et qu'actuellement, qui n'existe pas. Donc, il y a une grande réflexion à avoir à ce niveau-là, là, puis un bon défi pour les prochaines années. Très bien, merci Alexandre. Et effectivement, quand on parle de santé mentale, vaut toujours mieux prévenir que guérir, ce que ça veut dire travailler beaucoup sur les causes des stress, puis parfois de la détresse avant d'en arriver là, ce qui revient encore une fois à accompagner évidemment nos entrepreneurs. Julie, peut-être quelque chose à ajouter? Je sais qu'on est juste à la fin. Pour les questions de santé mentale, je pense que c'est tout en train d'être réinventé aussi. Tout le monde, on est en train de vivre une pandémie, c'est fragile. C'est certain, avec les PME, il n'y a pas nécessairement l'appui de tout le système de ressources humaines qu'on a déjà discuté. Il faut que le leadership change, il faut que la façon de connecter dans un monde virtuel change. Puis, comme la diversité, il faut avoir une stratégie. On ne peut pas juste dire on essaie d'être gentil puis ça va se régler. Non, il faut vraiment avoir une stratégie de comment est-ce qu'on connecte. Il y a beaucoup de nos employés qui vivent seuls, qui n'ont pas une famille avec eux. Il y a beaucoup de familles qui vivent beaucoup de détresse aussi.
Donc, c'est vraiment des temps difficiles, puis il ne faut pas laisser ça comme, en anglais, on dirait un nice to have. C'est vraiment essentiel, puis il faut avoir une stratégie avec tout le monde. Très bien, merci Julie. Simon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste pour conclure, dans le fond, pour revenir à lier la santé mentale, tout ça, avec ce qu'on parlait au niveau de comment continuer de faire avancer la diversité et l'inclusion dans le contexte actuel. Ce qu'on a vu avec la pandémie, justement, c'est qu'il y a eu au niveau des impacts de la pandémie sur les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ils ont été encore souvent décuplés pour les femmes qui, en plus, se retrouvaient de travailler à la maison avec une plus grande partie du fardeau, justement, du travail à la maison et des enfants et tout ça. Donc, à ce niveau-là aussi, il y avait un article dans le Financial Times qui disait est-ce que la pandémie va ramener les femmes aux années 50 en travaillant à la maison à cause que, justement, du déséquilibre qu'on a vu dans la répartition des tâches à la maison avec le travail à domicile, puis les enfants qui n'étaient pas à l'école, les services de garde qui étaient fermés et tout ça. Donc, porter trop de chapeaux en même temps, à un moment donné, ça avait beaucoup de pression. Absolument. On va certainement faire travailler les conjoints également à la maison et comme ça, bien s'assurer de se resplitter puis de ne pas tomber dans les années 50. Je suis bien d'accord avec vous. Écoutez, il me reste, le temps file. D'abord, j'aimerais vous remercier infiniment et très chaleureusement chacun d'entre vous pour une analyse qui, je pense, a certainement plu. Je vois les commentaires, je vois aussi les sollicitations pour avoir le webinaire qui certainement sera disponible pour vous, pour revoir évidemment des moments clés. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je ne peux terminer sans remercier très chaleureusement Hortense Blétou, qui travaille au Pôle Québec et des communautés francophones du Canada au sein du PCFE, la voix qui arrive, donc au sein du portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Merci Hortense pour un super beau travail d'organisation. Merci à Sabine Soumaré également, la directrice des communications au Diversity Institute, qui est toujours là pour nous aider. Donc, Julie, Alexandre, Louis, Simon, merci d'avoir été là. Merci à Charles Milliard qui a eu la gentillesse de commencer ce forum. Et merci bien entendu à Noël Baldwin aussi du Centre des compétences futures d'avoir pris de son temps pour venir évidemment nous introduire ce séminaire. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Portez-vous bien. Restez certains en santé. Puis, c'est un sujet qui commence avec d'ailleurs la Fédération des chambres de commerce du Québec, avec l'Ontario Chamber of Commerce et avec le Centre des compétences futures en collaboration avec la chaire BMO en diversité et gouvernance que j'ai le grand plaisir de diriger. Nous partons une enquête très importante qui va justement analyser du point de vue des employeurs leur analyse des compétences qui leur sont nécessaires, qui leur seront utiles et de croiser tout ça avec les types d'emplois, avec les grands enjeux auxquels ils sont confrontés et on espère ainsi arriver très prochainement avec des chiffres, avec des données probantes pour aider encore plus des plateformes à se mettre en place. Nous mettons l'accent sur les petites et moyennes entreprises justement parce qu'on constate combien le besoin est important. Alors, merci à tous encore une fois. Passez une excellente fin d'après-midi et une excellente soirée. Merci. Merci. Au revoir.